Bienvenue mesdames et messieurs à la seconde partie de notre émission, Le Grand Jeu, que nous consacrons cette semaine au retour de la Grande Allemagne sur la scène géopolitique. Dans l'édition précédente, nous nous interrogeons s'il fallait avoir peur du retour de l'Allemagne en Europe, avec notre expert Luc Michel, correspondant international d'Afrique Média et patron d'ailleurs de TV. Nous nous interrogeons donc sur ce retour-là et on a essayé d'apporter quelques éclairages à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Pour cette édition, pour cette seconde partie, on s'interroge cette fois-ci de ce retour, mais en Afrique. Alors, faut-il avoir peur du retour de la Grande Allemagne en Afrique? Y a-t-il une nouvelle menace allemande sur l'Afrique? Telles sont les questions que nous essaierons d'aborder, n'est-ce pas, avec notre expert et géopoliticien, le panafricaniste Luc Michel. Mais avant de nous retourner à notre expert pour les premières analyses, on va vous proposer cet élément qui est consacré à la présence de la Bundeswehr, l'armée allemande, en Afrique. Ici, par exemple, au Mali, aux côtés de l'EUFOR et de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Malische Rekruten auf dem Weg zum Manöver. Am Enthusiasmus fehlt es ihnen nicht, wohl aber an allem anderen. 20 europäische Nationen arbeiten zusammen, um die malische Armee vorzubereiten für Einsätze gegen Rebellen im eigenen Land. Bei dieser Übung Briten, Franzosen und Deutsche. Das Szenario wählen die Ausbilder so realistisch wie möglich. Ziel der Ausbildung ist es, dass wir ein Lager der Dschihadisten bekämpfen, die planen, einen Raketenangriff auf Koikoro durchzuführen. Ausbildung der Soldaten und Militärberatung sind nur ein Teil des internationalen Einsatzes. Mali, ein Land, das lange als Musterdemokratie in Afrika galt. Seit dem Militärputsch im vergangenen Jahr kämpft es sich langsam zurück in die Normalität, mit Hilfe von außen. Voilà, c'était donc un extrait juste pour illustrer, démontrer la présence allemande, une présence militaire. Et cette fois-là, c'était au Mali, aux côtés de l'EUFOR, la force européenne, et la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Nous retrouvons donc Luc Michel pour cette première partie de l'analyse. Il est à Berlin devant le Bundestag, bravant toujours un froid glacial par -8. Toujours pour nous procurer de très belles images. Le Bundestag, il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, c'est le Parlement allemand brûlé par les nazis, c'était en 1933, et laissé en ruine par les soviétiques après 1945. Sa reconstruction spectaculaire symbolise le retour même de la puissance allemande après l'annexion de la DDR. Luc Michel, je m'adresse à présent à vous. Dans plusieurs éditoriaux, vous analysiez le retour de Berlin dans la politique eurasiatique, mais aussi africaine, comme une grande puissance, je vous cite, agressive. La présence de l'Allemagne au récent sommet de Niamey, par exemple, consacré à la soi-disant guerre contre le terrorisme, a surpris bon nombre d'Africains. Mais pouvez-vous nous résumer, Luc Michel, la menace que fait peser le retour de la Grande Allemagne, l'Allemagne de Mme Angela Merkel en Afrique? La plupart des panafricanistes, Bachir, se préoccupent encore de la France-Afrique, c'est-à-dire de ce que moi je considère comme encore une ombre menaçante, mais une ombre qui n'est plus autonome. Certains commencent à découvrir un peu tard le retour des États-Unis, la recolonisation de l'Afrique, mais quasiment personne ne parle du retour de la Grande Allemagne en Afrique et également du processus de recolonisation que l'Allemagne surpuissante de Mme Merkel entend opérer en Afrique. Il faut parler évidemment, on a oublié l'Allemagne en Afrique, Bachir. Avant 1918, il y avait pourtant un bloc de colonies très important qui comprenait la Namibie, le Togo, une partie du Ghana, le Cameroun, ne l'oublions pas, une partie du Nigeria, une partie du Tchad, une partie de la République de Centrafrique, une partie de la République démocratique du Congo actuel et le Gabon. Bien entendu, ce bloc évidemment a disparu en 1919 au traité de Versailles.
Le colonialisme allemand en Afrique, c'est une vieille histoire, Bachir. Il ne faut pas oublier que celui qui a convoqué la conférence de Berlin, où on a découpé l'Afrique au mépris de toute réalité, au mépris de ses ethnies, c'est le chancelier Bismarck. C'est à la conférence de Berlin qu'on a donné à Léopold II de Saxe-Cobourg-Gotha, le roi des Belges, un royaume privé dans ce qui est devenu ensuite le Congo belge. En 1897, le chancelier von Bülow, lui, a exprimé la volonté de l'Allemagne de se tailler un nouvel empire au déploiement des Français et des Britanniques en Afrique. Il y a eu, ne l'oublions pas, avant 1914, deux grandes crises entre la France et l'Allemagne qui ont failli déjà déclencher la Première Guerre mondiale et qui ont conduit à août 14. Ce sont les crises d'Agadir et de Tanger pour le contrôle du Maroc. En 1919, tout ça s'arrête. Le traité de Versailles dépouille l'Allemagne de ses colonies, les donne à la France, à la Grande-Bretagne et à la Belgique, notamment le Rwanda. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'intérêt. Vous évoquez, Luc Michel, le Troisième Reich nazi. Dans votre première analyse, vous l'avez évoqué, bien sûr, ce Troisième Reich qui développe le projet, des grands projets même allemands pour l'Afrique. Immédiatement, dès que les nazis arrivent au pouvoir, à partir de 1934, ils créent un grand institut qui s'appelle le Colonial Politisches Amt, le bureau des affaires coloniales, et qui est confié à Kurt Weigel. Kurt Weigel, c'est à la fois le chef du déterrement du parti nazi précisément pour les colonies africaines, mais c'est aussi le directeur de la Banque centrale qui émet le Reichsmark sous Hitler. Ce département développe tout un programme de retour du Troisième Reich en Afrique. En 1940, il y a un mémorandum qui s'appelle le mémorandum Bielefeld et qui prévoit, en cas de victoire des nazis après 1944-45, un grand bloc de colonies germaniques taillé au détriment de la France. La collaboration avec la France, c'est évidemment le miroir aux alouettes pour les Français. Le but, c'est de dépouiller les Français de leurs colonies et il y a, parallèlement à ça, le projet qui est mené notamment avec certaines organisations sionistes, de faire de Madagascar un foyer pour les Juifs et d'y déporter tous les Juifs d'Europe. Il y a, à partir de cela, Bachir, on trouve en fait un roman d'anticipation où toute cette partie est parfaitement décrite. Il s'appelle De Afrika Reich, c'est un livre anglais qui est dû à l'auteur Guy Seville. Souvent, les romans d'anticipation, on pense à 1984, sont plus précis que les traités de géopolitique. On y voit la création de ce grand bloc que prévoyait précisément le protocole, le mémorandum Bielefeld. On y voit une nouvelle Afrique parcourue de grands barrages hydrauliques, une grande Afrique parcourue d'autoroutes, mais derrière tout cela, et le livre l'évoque ouvertement, il y a une volonté, c'est de faire disparaître les Noirs d'Afrique. Ce n'est pas un projet ou une convention. Lorsqu'on sait la capacité qu'a eu le Reich national-socialiste à exterminer les populations juives ou tziganes, on sait que ce n'était pas des paroles en vain. Voilà, on va marquer un petit temps d'arrêt, Luc Michel, juste pour montrer à nos téléspectateurs quelques images du livre dont vous faites allusion, The Africa Reich. Ce livre donc qui parle de lui-même, mais ce sont des cartes très très particulières. On suit tout simplement avec la complicité de la régie.
merci à la régie donc de nous avoir fait, n'est-ce pas, visiter ce plan qui redessine complètement la carte de l'Afrique en faveur de l'Allemagne, ce qu'on a pu constater. Alors, Luc Michel, je reviens à vous. Reste-t-il encore aujourd'hui quelque chose de ces plans nazis? C'est un projet de 1933-34. Inspire-t-il visiblement la nouvelle politique africaine de Berlin? Aujourd'hui, on est évidemment 70 ans après 1945 et on voit avec inquiétude évidemment le retour des projets néocolonialistes de la Grande Allemagne et on les voit centrés sur les deux pays principaux où devaient se développer les projets de Bielefeld précisément, c'est-à-dire le Cameroun et le Ghana. Il y a quelques jours, le grand journal allemand Die Zeit, Le Temps, a évoqué ouvertement la confrontation entre Berlin et Paris sur l'Afrique, expliquant que Mme Merkel était prête à faire fi des intérêts de ses partenaires en Europe pour privilégier les intérêts de puissance de l'Allemagne. Die Zeit concluait son article en approuvant cette politique et en disant qu'il fallait plus d'Allemagne en Afrique. Mais Luc Michel, le colonialisme allemand a pourtant laissé quelques souvenirs en Afrique, on ne va pas le nier. Évidemment, il faut se souvenir aussi de la perspective, c'est-à-dire que le colonialisme allemand avant 1918 a été un des plus durs qui soit. On sait que les camps de concentration n'ont pas été inventés par les Britanniques lors de la guerre des Boers en Afrique du Sud, mais par le roi Léopold II dans le Congo. Mais le premier génocide planifié de l'histoire, lui, il est mis en route par les Allemands dans ce qui va devenir la Namibie et qui était à l'époque le sud-ouest africain, et où le père du futur maréchal Göring, le bourreau des Juifs, le général Göring, lui, s'est révélé le bourreau de la population africaine des Hottentots qu'il prévoyait d'exterminer. Et Luc Michel, quels sont précisément les plans de la nouvelle Allemagne ou les plans de Berlin pour l'Afrique? Ont-ils été clairement et publiquement spécifiés? J'y arrive. En 2014, l'Allemagne a développé pleinement, ouvertement ses projets de gain de puissance et, notez, elle le fait sans que l'Union européenne y soit associée, principalement justement parce que la confrontation avec la France sera inévitable. Il y a un document, un mémorandum qui s'appelle les orientations de la politique africaine de l'Allemagne, qui est due au ministre Steinmeier, et dans lequel il développe un grand projet de retour de l'Allemagne qui est en cours de réalisation. Il s'agit non seulement d'intervenir industriellement, la principale intervention, elle est militaire, elle doit être confiée à la Bundeswehr, mais Steinmeier prévoit aussi qu'il faut intervenir dans les domaines de la culture et des sciences. Ce n'est pas anodin, puisque le domaine culturel, sous prétexte de protection de la langue allemande, au sein des minorités, par exemple, en Europe centrale, en Europe de l'Est, mais aussi en Belgique, eh bien, l'Allemagne a immédiatement redéveloppé une politique extérieure influente autour de fondations culturelles. Luc Michel, l'Allemagne entend aussi, et vous le savez, promouvoir les droits de l'homme en Afrique. Dernier domaine, évidemment, d'intervention prévu par Steinmeier, c'est les droits de l'homme, la bonne gouvernance. Là, on est dans les sujets occidentaux habituels. Et la présence militaire, Luc Michel, la présence militaire allemande en Afrique, quelle est-elle ou qui est, j'allais dire, où est déployé le Bundeswehr sur le continent africain? La Bundeswehr, Bachir, est déjà largement présente en Afrique, puisqu'il y a actuellement des troupes allemandes au Mali, sous prétexte de l'EUFOR, mais ce sont des troupes allemandes, au Sénégal, en Afrique centrale, dans la Corne de l'Afrique, au Sahara occidental, au Soudan, au Sud-Soudan ou en Somalie. C'est une intervention globale et l'intervention militaire de la Bundeswehr dans le cadre d'une politique extérieure agressive, elle est peut-on dire, quasiment mondiale, puisqu'elle est prévue et elle s'exerce actuellement en Afrique, elle s'exerce au Moyen-Orient et elle s'exerce évidemment en Ukraine dans le cadre d'une confrontation avec la Russie.
Le prétexte, c'est le prétexte habituel, c'est la guerre au terrorisme, c'est explicitement Boko Haram ou les attentats contre Charlie Hebdo en France. La guerre au terrorisme, c'est toujours la même chose, Bachir. Que ce soit pour les Américains, que ce soit pour l'Union européenne, que ce soit pour les Français ou que ce soit aujourd'hui pour les Allemands, c'est un moyen d'intervenir, de mettre des États sous tutelle, d'envoyer des expéditions militaires et évidemment de s'installer durablement dans le cadre de bases militaires ou de bases navales. Le pays qui a été choisi comme la porte d'entrée de l'influence de l'Allemagne revenue en Afrique, c'était déjà le pays qui était envisagé par le chancelier von Bülow en 1897 ou par le mémorandum Bielefeld en 1940, c'est le Ghana. Le Ghana dont la Bundeswehr est en train de former des unités de forces spéciales dans le but d'intervenir dans la guerre contre le terrorisme. Merci en tout cas, Luc Michel, pour cette autre partie de l'analyse. Vous évoquiez Steinmeier, le ministre allemand des Affaires étrangères. Nous vous proposons ici un élément sur ce chef de la diplomatie allemande, Steinmeier. Ici, il était au Maroc. Der deutschen Business Community gehören. Und wir haben eine Kulturdelegation mit uns, mit Kulturschaffenden aus allen Bereichen von Theater, Film, Malerei und Literatur, weil es mir darum geht, dass wir auch den Austausch in kulturellen Fragen stärken. Das ist in diesen Zeiten, in der die Welt so voller Fragen ist, ganz wichtig. Auf einem stetigen Weg der Reform und Modernisierung ist, einem Land, das jeder Radikalisierung und Fanatisierung eine Absage erteilt. Mit einem solchen Land möchten wir im engen Austausch stehen. Ich freue mich, dass mein Kollege Außenminister im Juni in Berlin war, ich heute zum Rückbesuch hier in Marrakesch sein kann. Und ich habe gegenüber seiner Majestät zum Ausdruck gebracht, dass wir ihn auch gerne zu einem Besuch in Deutschland sehen. Steinmeier, donc, le ministre allemand des Affaires étrangères, grand artisan du retour de Berlin en Afrique. On va retourner vers vous, Luc Michel, pour poursuivre notre analyse. Donc, vous le savez, tout comme nous, la puissance dominante en Afrique, comme en Europe, c'est bien sûr les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi laisse-t-il s'épanouir ces nostalgies agressives d'anciennes grandes puissances comme l'Allemagne? Bachir, il faut quand même se rendre compte de quelque chose, c'est-à-dire que tout cela, ce retour de la Grande Allemagne, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe centrale ou en Ukraine, n'est possible qu'avec l'accord des États-Unis. Les États-Unis, c'est la puissance, la superpuissance mondiale, et c'est la puissance hégémonique au sens grec. Vous savez qu'un hégémon en Grèce, c'était le dirigeant militaire d'une coalition. Les États-Unis, au sens géopolitique du terme, c'est l'hégémon de l'OTAN, et c'est l'hégémon de l'Europe occidentale. Les Américains, donc, parce qu'ils commencent à avoir des problèmes de moyens économiques, moyens humains, moyens militaires, ont décidé de sous-traiter, évidemment, une partie de leurs interventions militaires à leurs vassaux. C'est, on peut dire, après la division internationale du travail dans la globalisation, la division internationale de la diplomatie dans l'OTAN, c'est comment pourrais-je dire, la sous-traitance ou la division du travail dans les opérations militaires. Pour le faire, les Américains sont très habiles. Moi, je ne suis pas, vous savez, de ces analystes qui se moquent constamment des présidents américains, qui les présentent comme des idiots. La politique américaine, elle est diversifiée, elle est prévue à très long terme jusqu'à un siècle, et surtout, elle est habile. Que font les Américains? Les Américains jouent habilement sur les rêves géopolitiques d'anciennes grandes puissances. Essentiellement, la Pologne, la Roumanie et l'Allemagne en Europe centrale et l'Allemagne en Afrique. Au niveau de la Pologne, vous savez, la Pologne a été une très grande puissance géopolitique. C'était le temps du royaume de Pologne-Lituanie.
À un moment donné, les Polonais ont même vaincu les Russes. Ils ont occupé Moscou pendant de nombreuses années. Encore aujourd'hui, la fête nationale russe, c'est la libération de Moscou des Polonais. Et donc, il y avait une grande Pologne qui incluait une partie de la Roumanie, qui incluait une partie de l'Ukraine, la fameuse Galice, et qui allait très loin, puisqu'il y avait une province qu'on appelait la Podolie, et qui allait jusque Benderi aujourd'hui, en République moldave du Dniester, à quelques kilomètres d'Odessa. La Roumanie, c'est la même chose. La Roumanie, qui a oublié qu'elle a dû sa libération des Turcs ottomans au sacrifice pendant 40 ans, au travers de nombreuses guerres, notamment sous Catherine la Grande, de soldats russes, qui oublie que sans cela, elle n'aurait pas pu se libérer, a, à partir de 1918, caressé un rêve géopolitique qu'on a appelé la Grande Roumanie, et qui était la constitution d'un grand ensemble qui a été très loin, puisque, allié du Troisième Reich d'Adolf Hitler, la Roumanie du maréchal Antonescu, qui est un État fasciste, se voit attribuer ce qu'on a appelé la Transnistrie, c'est-à-dire une grande province taillée sur l'Ukraine, et pendant 4 ans, Odessa, le grand port soviétique, le grand port russe, est devenu une ville roumaine, le chef-lieu de cette Transnistrie. Il y a eu des massacres ethniques et notamment le génocide des Juifs de Bessarabie, de Drubojna, etc. Ce qu'on a appelé l'Auschwitz de Transnistrie, précisément. Il y a un livre terrible là-dessus qui s'appelle Cartea Nera, et qui a été fait donc par un survivant juif de cette terrible extermination. Le troisième État, évidemment, sur lequel Washington fait jouer les rêves de nostalgie, c'est l'Allemagne. Ça a été la raison pour laquelle les États-Unis ont forcé la réunification allemande en 1989, qu'ils n'ont pas suivi le plan notamment de François Mitterrand et de Margaret Thatcher, qui était de faire rentrer l'Allemagne de l'Est, la DDR, comme État séparé dans ce qui était la communauté européenne. Et depuis, évidemment, l'Allemagne est revenue à des rêves de grande puissance. Ce sont des rêves de grande puissance en Ukraine, où l'Allemagne a été très influente à plusieurs reprises, en 1917-18, en 1941-44, en 1991-92, lors de l'éclatement de l'Union soviétique, et maintenant, évidemment, dans le cadre de la confrontation avec la Russie, et notamment de la crise du Donbass. C'est la même chose en Afrique, évidemment. Voilà, Luc Michel, on va illustrer vos propos avec ce film qui démontre, n'est-ce pas, l'Ukraine sous la domination nazie de 1941 à 1944. Il s'agit d'un film de propagande allemande avec des images très rares que nous avons eues grâce à la collaboration de notre correspondant également, Jan van Zeebroek. Voilà, merci à Yann donc, pour ces images. Vous pouvez retrouver la version intégrale donc, sur le site d'Afrique Média, le www.afriquemedia.tv. Nous, on va terminer notre analyse avec Luc Michel. Luc Michel, dernière question certainement pour cette autre édition. Et en Afrique, va-t-on dire, c'est une question qui intéresse tous les Africains, pourquoi les États-Unis semblent favoriser, en tout cas visiblement, le retour de la Grande Allemagne sur le continent noir? Pourquoi les États-Unis favorisent-ils le retour de l'Allemagne en Afrique? Pour une raison très simple, c'est que l'un des choix principaux de la politique étrangère des États-Unis en Afrique, c'est de réduire le rôle de la France et de faire de la France une puissance secondaire, notamment en lui retirant son influence sur le pré carré. Il faut ici expliquer quelque chose
c'est très difficile à faire comprendre à certains africanistes parce qu'ils ont une détestation justifiée, faut-il le dire, de la France. C'est que si les intérêts de la France, ce qu'on a appelé la France-Afrique, n'ont rien à voir avec les intérêts des Africains, ils n'ont non plus rien à voir avec les intérêts des Américains. Mais depuis la réintégration de la France dans le commandement politique et non seulement militaire de l'OTAN, eh bien, la politique française, la diplomatie française, est sous contrôle des états-majors de l'OTAN et de l'AFRICOM, et on arrive donc à ce spectacle incroyable qu'on pourrait appeler du masochisme diplomatique, c'est-à-dire que la France sert toutes les interventions américaines en Afrique depuis 2008, et elle le fait au déprimant de ses propres intérêts. L'un des exemples étant la Libye, par exemple. Il faut savoir que les intérêts de Total sous Kadhafi étaient extrêmement plus importants dans le pétrole qu'ils ne le sont dans la Russie, dans la Libye somalisée chaotique d'aujourd'hui, qui produit 300 000 barils par jour, où elle en produisait entre 2 et 3 milliards sous Kadhafi, entre 2 et 3 millions sous Kadhafi. L'intérêt américain dans tout ça, il est clair, Bachir, c'est fragmenter l'Afrique, opposer des puissances européennes, allemandes, français, belges dans certains pays, et évidemment, c'est le vieux principe du diviser pour régner, garder le contrôle total des opérations dans le cadre de la recolonisation américaine de l'Afrique et du remodelage de l'Afrique, notamment en suivant deux grands projets géopolitiques. Le premier projet géopolitique, c'est d'en faire la frontière sud du Grand Moyen-Orient, et le second, c'est de constituer un grand bloc anglo-saxon, avec notamment l'anglicisation de la région des Grands Lacs, et qui, à terme, sera détaché de l'Afrique pour être relié à un des blocs géopolitiques américains.
Voilà, merci donc pour cet élément. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition du Grand Jeu au cœur de la géopolitique mondiale consacrée au retour de la Grande Allemagne au sein de la géopolitique. Nous voulons pour cette semaine remercier très particulièrement Jan van Zeebruck, qui est le rédacteur en chef de EOD Press Office et correspondant d'Afrique Média à Gand dans la Belgique flamande, qui a assuré la recherche documentaire pointue de nombreux éléments visuels de cette émission. Merci donc à toute la grande équipe. Nous nous retrouverons sur l'axe Eurasie-Afrique encore une fois pour parler du grand jeu puisque nous serons au cœur de la géopolitique mondiale.